Comment capturez-vous une cible de haute valeur lorsque le monde entier regarde? Vous réalisez un coup de maître en matière de dissimulation. La CIA a planté le décor en utilisant un seul bâtiment comme appât et a rempli le ciel de 150 aéronefs pour créer un bouclier sonore assourdissant permettant aux hélicoptères de déposer la Delta Force. À la 35e seconde, le périmètre s'est illuminé, changeant la nuit en jour. Le temps que la poussière retombe, les hélicoptères avaient déjà atterri et Maduro avait disparu. Nous verrons également comment les États-Unis utilisent les jets F-35 et leurs marines pour lancer une attaque à grande échelle. Tout cela dans la vidéo à venir. Au cœur de la nuit, c'est-à-dire à 2 heures du matin, les lumières se sont éteintes à Caracas. À 5 heures du matin, le président du Venezuela avait disparu. Mais comment les États-Unis ont-ils joué ce jeu de dupes alors que le monde entier avait les yeux rivés sur les porte-avions dans les Caraïbes? Une guerre de l'ombre se menait au sol. Ce n'était pas une invasion, c'était une extraction chirurgicale. Nous disposons enfin de la chronologie déclassifiée de la manière dont les forces américaines ont pénétré au cœur de Caracas et exfiltré Nicolás Maduro. Commençons par la première étape, la mise en place. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Pendant des mois, les États-Unis ont resserré une quarantaine navale autour du Venezuela. Le groupe aéronaval américain R-4 et le groupe amphibie Iwo Jima stationnaient au large des côtes. Le prétexte était clair. Les États-Unis ont désigné le gouvernement vénézuélien comme un État narco-terroriste, ciblant spécifiquement les barons de la drogue. Mais alors que la marine mettait la pression sur la côte, les services de renseignement traquaient un homme. Ils attendaient à une fenêtre spécifique, un moment où Maduro serait stationnaire et vulnérable. Deuxième étape, la frappe. Elle a commencé exactement à 2 heures du matin, heure standard du Venezuela. Haut dans le ciel, plusieurs chasseurs furtifs F-35 ont percé les lignes ennemies, déstabilisant leur défense anti-aérienne, comme ces missiles russes S-300 situés tout autour de la cible stratégique de haute importance. Le ciel étant dégagé, la voie s'ouvre pour que les hélicoptères de la Delta Force volent droit vers leur mission. C'est ici qu'intervient la ruse. Alors que les hélicoptères volaient, les jets ont commencé à faire feu avec davantage de frappes en touchant Fuerteventura, la principale base militaire et centre de commandement, ainsi que la base aérienne de la Carlota, déstabilisant le soutien aérien vénézuélien. Les rapports au sol décrivaient des explosions généralisées et une coupure soudaine des communications. Le chaos n'était pas le but, c'était la couverture. Mais comment le raid s'est-il déroulé? Nous devons examiner la troisième étape. Sous le couvert de l'obscurité et du chaos, les opérateurs de rang 1 se sont mis au travail. Mais quelle est l'unité exacte chargée de la mission? C'est la Delta Force, l'une des unités de force spéciales les plus élitistes et secrètes de l'armée américaine. Des témoins à Caracas ont signalé des aéronefs volant à basse altitude, frôlant les toits, évoluant bien en dessous de la couverture radar. L'équipe a fait irruption dans une enceinte sécurisée, considérée comme une planque au sein du vaste complexe de Fuerteventura. La résistance de la garde présidentielle vénézuélienne fut rapide, mais finalement vaine, alors que les hélicoptères assuraient un tir de couverture. Les opérateurs se sont déplacés à une vitesse chirurgicale, atterrissant sur plusieurs points. Mais comment la capture et l'extraction se sont-elles déroulées exactement? Pour cela, regardons la quatrième étape. Des hélicoptères spécialisés ont fait du surplace au-dessus de l'objectif pour insérer l'équipe d'assaut. Tandis que des douzaines d'hélicoptères d'attaque effectuaient des tirs de suppression, les forces spéciales Delta sont descendues et ont commencé la recherche des cibles de haute valeur. Comment l'ont-ils trouvé? C'est simple. La CIA avait infiltré un espion dans le cercle rapproché de Nicolás Maduro. Pendant ce temps, aux États-Unis, la Delta Force avait construit une réplique exacte de sa planque, répétant le raid jusqu'à pouvoir le faire les yeux bandés. Les opérateurs ont fait irruption dans la pièce si vite que sa sécurité n'a même pas pu réagir à la situation, alors que le bruit des grenades assourdissantes désorientait les gardes. Utilisant des chalumeaux, ils l'ont attrapé avant même qu'il ne puisse verrouiller toutes les portes. Le choc et la stupeur ont figé Maduro alors que la Delta Force pénétrait dans le complexe. Nicolás Maduro et sa femme Cilia Flores ont été physiquement maîtrisés. Ce n'était pas une négociation. Ils ont été détenus et immédiatement déplacés vers le point d'extraction.
Ces aéronefs sont capables d'effectuer des extractions urbaines depuis des bâtiments et de se ravitailler en vol. En quelques minutes, ils étaient dans les airs, quittant l'espace aérien vénézuélien et se dirigeant vers une base flottante sécurisée dans les Caraïbes. Cette opération, Lance du Sud, a changé la carte géopolitique de l'Amérique du Sud du jour au lendemain. Mais attendez, après les extractions, il y a eu des rapports indiquant que des jets F-35 menaient également le fer de lance de l'attaque. Nous allons voir comment les États-Unis ont utilisé des jets F-35 au lieu de F-16 pour les opérations au Venezuela, car il s'agit d'un Venezuela bien organisé et militarisé qui a positionné des systèmes de missiles russes S-300 avancés, des réseaux radars chinois, des défenses aériennes russes intégrées et des drones Shahed le long de ses frontières. Cela crée un environnement hautement létal et difficile dans lequel les vieux F-16 auraient du mal à survivre. Comme indiqué, environ 150 aéronefs et pas moins de 8 destroyers américains y étaient stationnés. Il y a aussi 3 navires d'assaut amphibies et des avions de surveillance pour transformer l'ensemble en un mastodonte de commandement et de contrôle capable de surmonter les défenses aériennes d'une armée moderne. Cela signale une disposition à contrer l'ensemble du réseau de défense aérienne du Venezuela si nécessaire. Mais pourquoi l'armée de l'air vénézuélienne a-t-elle échoué à intercepter ? En 2025, la flotte de chasseurs du Venezuela se compose principalement d'environ 21 chasseurs polyvalents Sukhoi Su-30 livrés par la Russie entre 2006 et 2008 qui forment désormais l'épine dorsale de leur puissance aérienne de combat. De plus, ils maintiennent environ 5 F-16 Fighting Falcons opérationnels d'un lot plus ancien, dont 3 F-16 monoplaces et 2 F-16 biplaces. Ces F-16 sont vieillissants et souffrent d'une maintenance et d'un approvisionnement en pièces limités en raison des sanctions américaines, bien qu'ils aient été complétés par des mises à niveau israéliennes. Le Venezuela a acquis ces jets F-16 auprès des États-Unis via un accord de vente militaires à l'étranger appelé Peace Delta en mai 1982, durant une période de bonnes relations diplomatiques et militaires. Ils ont été le premier pays d'Amérique latine à recevoir le F-16, avec des livraisons ayant eu lieu entre 1983 et 1985. La raison pour laquelle les États-Unis n'utilisent pas de F-16 dans les opérations actuelles est que ces jets manquent des capacités de furtivité nécessaires pour échapper aux S-300 et autres défenses intégrées. Les systèmes avancés S-300 ou ANT-2500, soutenus par des radars chinois et russes denses, peuvent facilement détecter et cibler des aéronefs plus anciens à longue portée. Envoyer des F-16 dans un tel environnement entraînerait des risques d'attrition élevés car ils sont vulnérables à la détection radar et aux engagements de missiles. Sans oublier le système de défense aérienne russe, Buk, qui peut éliminer un F-16 avec facilité. Ces systèmes Buk bon marché sont déjà actifs et mobiles dans tout le pays. De plus, les F-16 sont moins efficaces dans un espace aérien contesté saturé de drones, en particulier les drones iraniens Shahed, utilisés par le Venezuela pour la reconnaissance et les frappes kamikazes. Le F-35 cependant offre des avantages cruciaux. Sa conception furtive lui permet de voler sans être détecté ou avec un risque beaucoup plus faible, ce qui le rend efficace contre les missiles solaires avancés et les systèmes radars en réseau. Sa fusion de capteurs, sa guerre électronique et ses capacités de liaison de données lui permettent de supprimer et de cibler simultanément des positions de défense aérienne mobiles et fixes, s'adaptant rapidement pour contrer les configurations radars russes et chinoises. Alors que les aéronefs éliminaient les défenses anti-aériennes de l'armée vénézuélienne dans son ensemble, cela a permis à la CIA et aux forces spéciales d'avancer vers leur cible. La présence écrasante de systèmes de défense aérienne et de drones avancés russes, chinois, iraniens et indigènes à la frontière vénézuélienne signifie que les avions de chasse furtifs de la première vague d'attaque fournissent à la fois la capacité de survie et de frappe requise pour de telles opérations. Mais comment effectuent-ils leur rotation ? La distance de Porto Rico au Venezuela est d'environ 1300 km. Cela représente environ 810 miles,
ce qui se traduit par environ 1 heure et demie de temps de vol pour un F-35 volant à des vitesses subsoniques élevées. Ces jets ont effectué une rotation horaire car leur rayon de combat est d'environ 770 miles, ce qui signifie qu'ils peuvent atteindre la majeure partie du Venezuela depuis Porto Rico avec une gestion prudente du carburant et un temps de flânerie limité. Pour prolonger la durée de la mission et atteindre l'intérieur des terres plus profondément, des avions ravitailleurs déployés stratégiquement dans la région des Caraïbes soutiennent ces opérations. Dans les situations nécessitant des frappes en quelques minutes, les navires d'assaut amphibies américains équipés de F-35B peuvent lancer des jets rapidement. Depuis ces navires positionnés dans les Caraïbes, les F-35B peuvent atteindre les cibles vénézuéliennes en environ 15 à 10 minutes selon la vitesse et l'itinéraire. Les cibles comprennent généralement les réseaux de narcotrafiquants, les installations de défense aérienne, les centres de commandement et les installations de drones, permettant des options de frappe flexibles basées en mer contre les infrastructures militaires et criminelles vénézuéliennes. En substance, le déploiement du F-35 par les États-Unis près du Venezuela redéfinit les capacités militaires dans la région. Il combine furtivité, capteurs avancés, guerre électronique et opérations en réseau pour surmonter les défenses aériennes sophistiquées et maintenir une supériorité aérienne persistante ainsi qu'une capacité de frappe rapide contre un large éventail de cibles au Venezuela. Cela reflète une stratégie qui va au-delà de la lutte contre les narcotiques pour dissuader et, si nécessaire, contrer de manière décisive la menace militaire vénézuélienne. Nous avons également réalisé une analyse approfondie des composantes maritimes, aériennes et terrestres de la triade nucléaire. Alors abonnez-vous pour plus de vidéos afin de ne rien manquer.